film lui-même, on n'a pas pu l'utiliser. Donc ça, c'était un premier exemple. Ensuite, donc, j'ai fait une photographie de quelques outils que l'on a pu voir apparaître dans le musée. Tous ces outils ont à voir avec la médiation numérique. On voit au tout début, dans les années 80, l'usage du crayon optique, c'était l'appareil qui permettait d'accéder à des contenus interactifs qui fonctionnaient sur une simple télévision. On a eu l'écran tactile, on a eu seconde rupture en 96, l'arrivée des réseaux. Et les réseaux nous ont permis de concevoir des interactions extrêmément différentes, collectives, participatives, d'accéder à des données à distance. Mais c'est surtout la collaboration qui a émergé, on se rend compte encore aujourd'hui. Dans les années 2000, on a eu les premiers appareils mobiles qui ont permis d'accéder à des contenus en parcours de visite, mais aussi d'interagir sur le dispositif exposition, dès lors qu'ils étaient en réseau. Un peu plus tard, beaucoup plus tard, il y a quelques années, des tables multitouches qu'on a utilisées maintenant, qui sont très communes dans les musées, pour lesquelles on commence à créer des scénarios qui soient vraiment adaptés à ce que la technologie permet de faire. Et puis l'arrivée des tablettes, là j'ai pris l'exemple qui avait été fait au musée Gallo-Romain. Mais j'en passe encore parce que le téléphone mobile, le GPS, la vision augmentée, etc. Tout ça sont autant de techniques qui sont apparues très rapidement. Donc oui, l'évolution technologique va très très vite. Et derrière, il faut suivre. Et ça a un impact pour les équipes de conception et pour les visiteurs. C'est-à-dire qu'il faut être toujours en veille sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a, comment ça fonctionne et comment fonctionnent les gens avec ces outils. Et ça, c'est pas du tout simple. Donc l'appropriation de ces outils prend du temps. Alors, comment il peut produire? Donc ça a un impact sur la conception, ça a un impact pour les visiteurs. On se rend compte qu'on ne capitalise pas vraiment les savoirs. D'abord, souvent les productions sont éphémères, c'est-à-dire qu'on produit sur des outils qui eux-mêmes vont disparaître avant même qu'on ait quasiment fini la conception. Et il va falloir changer le fusil d'épaule. Donc, qu'est-ce qu'on va réussir à conserver de tout ça? Il n'y a pas de capitalisation des outils, ni des outils physiques, ni des outils de conception, de création. On n'a pas de mise en place d'équipe ou de chaîne de production pérenne. Donc si on se forme et qu'on acquiert des savoirs, comment est-ce qu'on va les réutiliser et qui va pouvoir veiller à ce que petit à petit une culture se crée. Et puis il y a parallèlement à ça l'injonction de l'institution que l'on aille de l'avant, qu'on produise des choses, qu'on soit présent aussi dans la sphère médiatique, parce que c'est très important pour les institutions d'exister dans la sphère médiatique. Alors pour les visiteurs, ça peut conduire, alors ça on l'a constaté, à la perte de repères et à la perte de la dextérité. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à ce contenu? Ce contenu, on sait qu'il est là, mais par quel biais je vais y arriver? On voit que les visiteurs, parfois, et là c'était le cas, par exemple, dans l'exposition, on voit très mal la photo, mais dans l'exposition Canada Vraiment, par exemple, où toute la visite se faisait sur un PDA qui dialoguait avec l'exposition. Bon, voilà. On l'a regardé juste une seconde parce qu'elle n'avait pas de temps non plus, mais elle pour moi était saisissante parce qu'elle témoigne aussi d'une difficulté pour le visiteur standard que l'on a. C'est pas, certes on a des jeunes, mais on n'a pas que des jeunes, et on a des gens qui ont une habitude de fréquenter. Et est-ce que
ce contrat de communication qu'on a avec le visiteur, on est capable de le conserver si on lui propose à chaque fois des méthodes d'accès au contenu différents pour lesquelles il va falloir qu'ils investissent du temps pour se les approprier. Déjà, pour leur demander de s'approprier aussi les contenus scientifiques qu'on essaie de leur présenter. Alors, un bref retour aussi en arrière. Voilà ce qu'était l'écran dans les années fin 50, 60 et jusqu'en 70. L'écran trônait au bout de la table et en fait, il y avait une seule personne qui avait le droit de la toucher, c'était celle qui avait l'autorité. Et en gros, c'était un objet totalement qui portait symboliquement un poids extraordinaire et voilà, qui était respecté en tant que tel. Et très vite, aujourd'hui, on voit l'usage qu'on en fait. Ben, entre ces deux moments, entre le moment où on a commencé à créer des espaces avec des éléments interactifs, avec des écrans tactiles, et le moment où les visiteurs sont suisses s'en servir, il a fallu environ 10 ans. 10 ans pour que le visiteur ne cherche pas sous la console quel était l'écran dont on lui parlait quand on lui disait toucher l'écran pour commencer. Parce que, évidemment, de lui-même, considérait qu'il n'avait pas le droit de le faire. Alors, il y avait aussi, évidemment, des appropriations magiques. Je me souviens au moins d'un élément qui était dessiné avec le doigt des enfants. Alors, les enfants dessinaient sur un écran avec le doigt. Il y avait donc un enfant venait toucher une couleur, peignait, et puis un autre venait, et au lieu de toucher l'écran et de peindre, il venait toucher l'écran, le doigt du premier, pour prendre sa couleur, et continuer à peindre dans la même couleur. Et ça marchait. Et c'est ça qui était formidable, c'est qu'en fait, il s'était reconstruit quelque chose qui était extraordinairement poétique et magique. Mais enfin, c'est là que, justement, quand la magie réapparaît, parce que la technologie la cache, hein, voilà des choses extrêmement touchantes, mais qu'on peut voir parce qu'on a eu l'occasion de rester très longtemps dans ces objets à les observer. Mais alors tout ça prend beaucoup de temps avant que se crée une culture, qui a un vocabulaire, l'interactivité. On a commencé vraiment à en parler à la fin des années 90, il a commencé à y avoir des ouvrages, on a commencé à avoir un vocabulaire commun. C'est une réelle culture qui permettait à des professionnels de parler facilement du domaine et de trouver des points d'accord en tout cas. Et puis aussi mobiliser des process cognitifs des visiteurs, ce qui a permis d'abord de comprendre comment ça fonctionnait, et puis de se faire accepter dans le musée, parce que ce n'était pas garanti du tout que l'interactivité soit acceptée dans le musée. Et je pense que le pari que l'on fait à utiliser de la médiation numérique, c'est de se dire on va réussir à convaincre, parce qu'on va convaincre parce que nos visiteurs vont montrer qu'ils sont convaincus, quoi qu'on en dise nous, et par les détournements qu'ils veulent. Hein, on n'est pas non plus responsable de tout ce qui est. Alors, les paris qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est demain, le transmédia, comment est-ce qu'on va être capable de le gérer, de l'intégrer dans le processus global de communication du musée ou de l'exposition ou du contenu que l'on représente. Et puis, aussi un petit point sur les réseaux qui sont proliférés depuis 15 ans et on n'arrête pas de les découvrir, donc je pense qu'on a encore pour un paquet de temps avant même de maîtriser réellement ce que c'est que ce machin un peu fluide qui permet d'accéder et de créer des usages nouveaux et des systèmes nouveaux. Alors aussi, avec ces outils, notamment les derniers outils de téléphonie mobile, toutes choses qui se consultent aussi en dehors, il y a la question de comment est-ce que le discours, le propos de médiation scientifique va résister au désir marketing et du discours marketing qui pourrait aller avec. Les réseaux, par exemple les réseaux sociaux, par exemple, parfois l'intention on la sent double et souvent aussi le message est pollué, le message de médiation est pollué par l'intention marketing de séduire, de faire venir, etc. Donc tout ça va s'établir petit à petit, à mon avis, mais c'est pas encore, on n'a pas trouvé encore un équilibre qui soit acceptable de la part de l'ensemble des professionnels du musée sur ce point-là.
revenir sur deux points aussi qui m'ont semblé importants, dans le cadre du service public, de la mission de service public. D'abord, l'institution elle est lente à accepter les nouveaux outils, mais aussi l'institution est assez rigoureuse, en tout cas pour l'instant. Elle protège contre les usages qui semblent aujourd'hui, enfin qui sont très, très banalisés, mais qui ne sont pas encore utilisés heureusement dans le musée, de l'intrusion du numérique dans le parcours de visite, par exemple, à quel moment on réveille tout d'un coup, il y a un truc qui vient interrompre son processus de visite, et ça, c'est pas franchement acceptable. Ou bien les captations furtives, les pratiques, et à la fois des pratiques des visites et des centres d'intérêt des visiteurs, pour éventuellement même avoir des usages commerciaux de ça sans même les prévenir. Donc on est en train de... Enfin, il y a déjà une règle internationale sur le non furtif qui garantit de la part des opérateurs de ne pas saisir des informations. On sait qu'elle est un peu bidon, c'est-à-dire qu'elle est juste déclarative. L'opérateur dit « je ne prendrai pas vos données », mais en fait, il les prend et il peut faire tout ce qu'il en veut. On n'a pas moyen qu'il ne les prenne pas. On ne peut pas lui dire « je refuse de vous les donner ». Lui dit « je prétends que je ne les utiliserai pas ». Donc il y aurait sans doute quelque chose à faire de ce côté-là qui est un point sensible pour les visiteurs aujourd'hui. De plus en plus, on sait, on voit par la presse, etc., que, attention, vos données personnelles, etc., les photos, donc pouvoir donner des garanties. Et je crois qu'il faut, comme j'avais parlé avec Eva déjà il y a très longtemps, d'un label non furtif, non intrusif, et ce serait peut-être quelque chose à retravailler dans les applications, en tout cas des institutions du service public. Sur l'innovation en médiation numérique, je vais prendre deux exemples, deux cas. Donc le cas qui s'est produit sur l'expérimentation sur matière première, une exposition qui tourne dans différentes institutions. C'est une expérimentation qui a concerné ces trois projets d'expérimentation. Un qui utilisait une caméra avec la réalité augmentée en se promenant dans l'exposition. Une seconde qui était basée sur le système proposé par Lustrike de partage en ligne des visiteurs. Donc les visiteurs géolocalisaient un commentaire et on pouvait le consulter. Et un troisième, un grand jeu de pistes de Bluetooth auquel les visiteurs pouvaient avoir accès. Alors, soit avec leurs appareils, soit avec quelques appareils qui étaient prêtés par l'institution 3 jours par semaine. Ces trois projets étaient totalement décorrélés du projet de l'exposition. Ils n'entretenaient pas un dialogue avec l'exposition. Ils ont été faits après coup, sur aussi une injonction de la direction de la cité. Et ce qu'on peut dire qu'à l'usage, en tout cas, c'est que les visiteurs ont vu qu'il n'y avait pas d'intention de médiation à travers ça. Ça, ils l'ont détecté tout de suite. Ils ont dit aussi des choses extrêmement évidentes dans l'évaluation, on aurait pu le dire avant, enfin, voir l'exposition, j'ai adoré voir l'exposition avec cet appareil, mais comme il y avait plein de choses à toucher, j'ai pas pu les toucher parce que j'avais quelque chose déjà dans la main. Voilà, donc évidemment que si ça avait été pensé globalement, on aurait pensé les choses autrement, et on aurait réalisé les choses autrement. En fait, à la fin de ces trois expérimentations, donc c'était vu comme une expérimentation technologique, plus que comme une expérimentation de médiation. C'est pas souvent, mais ça arrive vraiment souvent, c'est quand même qu'on essaye une technologie. Alors évidemment, c'est intéressant parce qu'on voit après comment est-ce qu'on s'en empare, qu'est-ce qu'on pourrait en faire avec, parce qu'on ne sait pas d'avance. Mais les visiteurs, ils se sentent pris comme des cobayes, ils ne s'adorent pas forcément ça. Et là, il y a une vraie rupture du contrat de communication parce qu'on est venu voir une exposition en plus qui était formidable. Et on les utilise d'une certaine manière pour faire ce genre d'expérience. En plus, donc, ni ces outils ne seront réutilisés ensuite. Donc c'est un investissement, en tout cas sur les savoirs qui est jeté. Aucun savoir acquis sera réutilisé. Et on n'a pas non plus
pu détecter quels étaient les registres de communication qu'on pouvait appliquer sur chacun de ces outils. Parce que justement, on ne les avait pas travaillés sous la forme d'un aller-retour régulier et des reprises de contenu, puisque justement, le but n'était pas vraiment de créer du contenu, mais de laisser les gens fabriquer leurs propres souvenirs, enfin, leurs propres contenus. Alors, deuxième cas, et celui-là, il va rejoindre un autre projet sur lequel je travaille depuis 2000, qui s'appelle Visite Plus. C'est les scientifiques vous répondent. Alors, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Visite Plus? Oui. Alors, très rapidement, parce que j'avais pas prévu d'en parler. J'avais prévu de ne pas en parler, justement, parce que j'en parle souvent. Donc, Visite Plus, c'est un système qui est une sorte d'agrégateur d'applications, mais qui joue sur la personnalisation. C'est-à-dire que ça crée une relation entre le visiteur et l'institution et le musée d'exposition. Cette relation, elle se crée alors, dans le suivi de visite. On donne un identifiant à chaque visiteur et il lui crée sa visite. Et le Visitus lui crée un site web personnel sur lequel il va retrouver son parcours. Et puis, il va aussi lui créer un portail sur lequel il va pouvoir collectionner toutes ses visites de l'institution. C'est un système qui a été créé en 2000, qui a maintenant 12 ans. La première exposition a été faite en 2002. Elle est accessible à toutes les institutions culturelles publiques qui veulent la voir. C'est un système qui est gratuit. Et sur lequel on ajoute donc petit à petit des services au fur et à mesure que l'institution en a besoin. Et donc le dernier qu'on a créé, c'était les scientifiques vous répondent, cet élément dont on va parler en dernière étude de cas. Donc ce que fait ce service, c'est explicite, c'est dans le titre, hein, les scientifiques vous répondent. Alors ça fonctionne comment? C'est peut-être là qu'on peut voir qu'il y a une innovation qui ne tient pas forcément toujours à la technologie, même si elle en utilise un peu. C'est que, en fait, le visiteur vient dans l'exposition. C'est l'Océan, les climats et nous, la dernière exposition c'est la première exposition qui a utilisé ce dispositif. Donc, il sera disponible à toutes les autres. Et en fin de parcours de la visite, le visiteur peut poser ses questions. Il a été confronté à des questionnements, souvent d'ailleurs par la visite elle-même, soit des cheveux entre eux. Je n'ai pas du tout donc il va pouvoir poser ses questions à l'institution, et l'institution va se charger de les retransmettre et de trouver des réponses. Alors, derrière, donc les questions sont posées à l'exposition, les réponses, on peut les retrouver dans l'exposition. Et sur le site web personnel des visiteurs, il va retrouver les réponses à sa question, avec un petit mail qui va lui dire attention, votre question a une réponse, ça peut être plusieurs mois après. Hein. Et vous pouvez aussi poser d'autres questions, puisque vous êtes venu nous voir à la Cité Édition dans cette exposition, ça vous donne le droit de poser d'autres questions. Et il y a aussi un site web public qui permet de voir toutes les questions, toutes les réponses par tout le monde, et des alertes par courriel, si j'en ai parlé, et puis quelques tweets qui ont été faits au fur et à mesure que les questions et les réponses arrivaient, quand elles étaient intéressantes et qu'elles permettaient aussi de faire connaître l'exposition. Pour faire fonctionner ce dispositif, il y avait une équipe d'intermédiation de 3 personnes, une équipe de scientifiques bénévoles, donc il y avait 16 scientifiques qui ont travaillé avec nous sur ce sujet pendant 1 an et demi, la durée de l'exposition. On a créé au fur et à mesure que les questions arrivaient un certain nombre de thématiques qui se sont produites, vraiment autour des questions posées, c'était pas du tout, on n'a pas pris un dictionnaire en disant on prend quoi comme sujet. Et dans l'équipe, il y avait donc les 3500 visiteurs qui ont posé des questions, dont certaines ont eu des réponses. Alors, quelques données chiffrées. En gros, 50% de messages ont été supprimés, parce qu'on connaît bien une borne publique, avec ses publics dans un musée, avec les écoles qui passent, etc. Ça produit beaucoup de bruit. 40... Enfin, vous voyez les surfaces.
Donc 48% des questions ont été envoyées, ont été traitées. 7% n'a pas su quoi faire de ces questions. Donc on ne sait toujours pas comment faire. On n'a pas voulu les supprimer ni les valider. Bon, ça arrive, hein, c'est pas facile. Et sur les 1500 réponses qu'on a eues, il y a eu un quart qui a été fait l'objet de réponses de scientifiques, 50% qui ont été des questions qui avaient déjà été posées, et donc on a associé, donc le visiteur recevait tout de suite la réponse en disant cette question a été associée à 7 autres questions qui a eu 7 réponses. Donc il avait à la fois tout le parcours, mais la vraie question qui était posée. Et enfin, un gros quart qui a été consisté à des réponses personnelles faites qui n'ont pas été publiées, mais qui étaient des vraies questions, mais qui ne concernaient pas les scientifiques, et qu'on ne considérait pas être de nature à devoir être publiées. Donc elles n'ont pas été publiées, mais c'était des questions, parfois qui n'avaient rien à voir avec l'exposition elle-même d'ailleurs, qui avaient à voir avec la cité des sciences, des choses comme ça. Alors, des questions surprises. J'ai évidemment beaucoup de questions vraiment sur les scientifiques, mais des questions surprises. D'où vient l'eau? Alors ça, c'est les enfants, hein, ils ont des questions réellement intéressantes, parce que pendant d'où vient l'eau, j'ai découvert qu'on ne savait pas. Donc, tiens, je pensais que c'était évident. Bah non, c'est pas si évident que ça, donc je ne serais même pas capable de faire la réponse. Des inquiétudes, mon village, alors mon village de machin, hein, il y a le nom du village, évidemment, c'est un titre dans le plan. Il a raison, je l'ai adoré celle-là, mais si la mer manque, qu'est-ce qu'il y a dessous pour la remplacer? Enfin, c'est évident. Les irrationnels, hein, sur 2012, mais ça on a senti la pression de 2012 monter, et dès qu'on fait un truc, quoi que ce soit de public, c'est ce qui ressort. Fukushima, alors ça c'était intéressant parce que Fukushima, c'était un mois avant l'ouverture de l'exposition, ça veut dire qu'on n'en a absolument pas parlé. Et ce dispositif a permis de suivre l'actualité, en fait, et de répondre aux questions des visiteurs pour traiter des questions d'actualité qu'on ne traitait pas dans l'exposition. Alors, peut-on faire pipi dans la mer? Ça y est, et c'est vrai que la modératrice me dit « Ah ben non, on ne peut pas ». Et on va laisser les scientifiques répondre. Donc il y a une réponse très argumentée. Que puis-je faire, les responsables? Qu'est-ce que je peux faire pour l'environnement? Comment est-ce que je peux m'impliquer, etc. Et donc là, il y avait des réponses sur les ONG, sur... Alors, en termes de bilan, le statut de l'institution s'est renforcé par son rôle éditorial. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se dire quelle institution, là, c'était décalé. L'institution ne vous dit rien, mais par contre, on va demander pour vous dire. Hein. Mais on assume là complètement ce rôle-là. La responsabilité éditoriale du commissaire, en l'occurrence, c'était le commissaire d'exposition qui a fait l'envoi aux scientifiques, est étendue au-delà de l'exposition, elle est responsabilisée bien au-delà de l'exposition. Et je dis éditorial parce que chaque question, c'est la cité qui décidait à quel scientifique elle était envoyée. Ce n'était pas un groupe qui répondait comme ça, non, on choisissait qui répondait chaque question. Bon, les questions, les problématiques nouvelles arrivent justement à être traitées par l'exposition, alors que, en général, en exposition, une fois qu'elle est ouverte, elle est finie, on n'y touche plus. Le visiteur fait un effort de reformulation de sa visite pour poser des questions. Qu'est-ce qui m'a surpris? Et du coup, là, il fait une activité qui est vraiment riche pour lui, hein, pour s'approprier les contenus. L'image scientifique, là, c'est très fort, est réincarnée, parce que c'est vrai qu'il disparaît de plus en plus, le scientifique. En tout cas, dans nos expositions, on le voit très peu. Bon, c'est pas vrai, par exemple, au Palais des Découvertes, mais chez nous, il est relativement peu mobilisé. Et là, il revient en force, avec à la fois le fait que c'est lui qui répond, mais aussi avec son style. Chaque scientifique répond différemment, et du coup, il n'y a plus d'image du scientifique, entre guillemets, qui serait capable de répondre d'une anecdote, etc. Il y en a qui sont très copains, il y en a d'autres qui sont très deuls. Et puis, on produit à travers ça, pendant 1 an et demi, une photographie hein, des connaissances, des doutes et des savoirs, et des inquiétudes sur un sujet donné. Et c'est vraiment une photo qui peut ensuite être conservée, observée. Les laboratoires, les labos qui ont participé nous ont demandé d'avoir le site chez eux, par exemple, aussi, pour pouvoir dire à quoi ils servaient, ce qu'ils faisaient, parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Voilà, donc cet élément-là, il s'est dégagé petit à petit, on n'y avait pas pensé au début. Et ça a conduit à une bonne surprise, c'est qu'il va être fait un livre de cet outil, de ce qui est sorti de cet outil pour cette présentation. Donc,
qui va s'appeler les 150 questions scientifiques aux chercheurs sur l'océan et le climat. Donc là, c'est un éditeur qui a décidé d'en faire un livre et a fortement incité à ce que ça devienne une collection. Et puis nous aussi, de notre côté, on dit cet élément-là, il est disponible. Il est créé dans le cadre de Visite Plus, donc il est disponible à toutes les expositions. Il est aussi disponible à toutes les institutions qui veulent l'avoir. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est le produit à la fois qui sert dans l'exposition, mais aussi que ça devient un produit réellement en soi, et pas simplement à une partie de l'exposition. Alors la limite de ça, c'est que ce sera vendu 15 €. Ça n'aurait pas été mon choix. Mais... alors la limite, c'est important aussi, c'est que l'ouverture justement à la pluralité d'expression à la fois des visiteurs et des scientifiques, elle n'est pas forcément assumée par l'institution, qui, par exemple, pour une prochaine exposition sur l'économie, on a décidé qu'elle ne serait pas mise en place sur cette exposition, parce qu'on ne l'assume pas. Mais c'est une discussion qu'on fait quand même. Voilà, merci, je suis désolé d'avoir dépassé le temps.